Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. L'arène au palais de la République, le président Macky Sall à l'écoute des lutteurs, plusieurs ténors de la discipline, des promoteurs. Les anciennes gloires ont exprimé leurs préoccupations pour la promotion de ce sport et une meilleure organisation pour plus d'attractivité. Et puis le président du Conseil économique, social et environnemental a été installé. Abdoulaye Daouda Diallo a pris fonction. Il prend les rênes de cette institution, plusieurs fois ministre, fidèle compagnon du président Macky Sall. Il a été porté à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Et puis le Sénégal a besoin de 810 000 têtes pour les besoins de la Tabaski. Le Premier ministre engage le gouvernement à relever les défis de l'approvisionnement correct. Voyage au sanctuaire de la biodiversité à 648 km de Dakar, le parc Nyokolokoba avec ses 80 espèces de mammifères, 60 espèces de poissons, 300 espèces de plantes à fleurs et ses 300 espèces d'oiseaux reçoit des touristes du monde entier. Déconnexion totale pour les visiteurs sur un site de 913 000 hectares de forêt avec un paysage où la couleur verte est reine. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu hier la grande famille de la lutte sénégalaise avec les ténors, les promoteurs et les anciennes gloires. Ils ont échangé sur comment revaloriser ce sport national qui attire des milliers de jeunes. Voici le reportage d'Aboubakri Kane. Le sport vient de chez nous à l'honneur à travers cette rencontre entre le président de la République et la grande famille de la lutte. Membre du CNG, organe de gestion de ce sport, l'association des sages de la lutte, promoteurs et managers, lutteurs en activité et anciennes gloires à la retraite, responsables d'écuries ou d'écoles de lutte, amateurs, animateurs et communicateurs traditionnels, tambours, majors et cantatrices, entre autres acteurs du monde de la lutte, tous ont répondu présents pour des échanges directs et sans filtre avec le chef de l'État. Même l'équipe nationale de lutte traditionnelle n'est pas en reste. Occasion de discuter des voies et moyens de redonner davantage à la lutte sénégalaise son lustre d'antan. Un sport traditionnel très populaire, mais qui, ces dernières années, connaît des difficultés. Les activités socio-éducatives et sportives, la formation au métier et l'éducation à la citoyenneté, l'employabilité, la lutte contre la violence dans les arènes, autant de sujets abordés par les différents orateurs. Des points essentiels à la bonne marche de la lutte avec frappe et à la valorisation de la lutte simple aux luttes traditionnelles. Mais au-delà de sa dimension sportive, la lutte intègre aussi une dimension culturelle. D'un statut de sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue un sport professionnel qui attire de plus en plus de jeunes sportifs, d'où l'importance de les accompagner davantage pour une meilleure insertion. Les cachets des lutteurs s'élèvent certes à des dizaines de millions de francs CFA, voire des centaines pour les VIP, mais le monde de la lutte souhaite le renforcement des acquis, non sans saluer la réalisation de l'arène nationale. En plus de ce vieux rêve devenu réalité, l'accompagnement des sponsors, notamment des grandes sociétés de la place, est aussi une doléance largement partagée. Un allègement des charges qui va faciliter l'organisation des grands combats, aussi bien à Dakar que dans les régions. La mise en place d'une mutuelle de santé pour prendre en charge ce volet, la création d'une coopérative d'habitat et le financement des lutteurs, des questions également évoquées par les acteurs qui, à l'unanimité, ont salué les efforts du président Macky Sall à leur endroit. Ce dernier a d'ailleurs donné suite à toutes leurs doléances, des directives notamment pour un fonds de promotion de lutte de 500 millions de francs CFA, l'adhésion à l'agence nationale de la CMU pour la mutuelle de santé, tout comme des facilités pour l'habitat et plus de 330 emplois dédiés à la grande famille de la lutte dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, dont 150 exclusivement réservés aux lutteurs. Des gages de satisfaction pour ces acteurs qui ont renouvelé leur sympathie au président Macky Sall. Abdoulaye Daouda Diallo s'installe à la tête du Conseil économique, social et environnemental.
Il renouvelle son engagement pour servir la République, plusieurs fois ministre. Il dirige à partir d'aujourd'hui l'institution. Voici le reportage de Seydina Lunfal. L'installation s'est déroulée dans une bonne ambiance. La remise symbolique de l'écharpe constitue l'instance solennelle de la cérémonie. Il sera désormais à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Daouda Diallo, grand commis de l'État, a occupé de hautes fonctions. L'homme n'est pas un néophyte, loin de là. Il a été ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, ministre des Finances et du Budget et jusqu'en avril 2023, directeur de cabinet du président de la République. Je m'impose une exigence qui puise son substrat d'un code d'honneur et de valeur qui façonne mon être. La reconnaissance. Oui, j'ai dit reconnaissance, gratitude et remerciement à l'axe de l'État, au cœur battant de notre République et boussole de notre nation, qu'est son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a félicité son prédécesseur. Il a également remercié et salué les actions du chef de l'État. Aiguillon du véritable changement formulé par le Yonou Yokouté, le président Macky Sall est à la fois l'initiateur et porte-étendard du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, la transformation structurelle de notre économie est une réalité. La réduction des inégalités au travers de remarquables filets sociaux et un budget social jamais élaboré dans notre pays, tout comme la construction durable de la paix civile et d'une solide cohésion nationale traduite par le retour progressif de la paix en Casamance, attestent que la voie qui mène à l'émergence s'éclaire d'un jour nouveau. Abdoulaye Daouda Diallo compte donner un nouveau souffle au Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais assurer toute ma disponibilité au bureau et aux honorables conseillers pour qu'ensemble, nous puissions impulser un souffle nouveau à cette importante institution. Je compte écrire avec vous tous une nouvelle page bâtie sur la concertation, l'ouverture, la collaboration, l'écoute, afin que les compétences et l'expertise qui vous habitent puissent être valorisées au maximum pour le bénéfice de la nation. Plusieurs personnalités et autorités ont pris part à cette cérémonie. Les conseillers et l'administration ont tous souhaité la bienvenue à leur président, Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre du Commerce a installé ce matin la Commission nationale de régulation du loyer et des locaux à usage d'habitation. Elle démarre ses activités au moment où le secteur connaît de fortes tensions liées à la hausse généralisée créée par décret en mars 2023. La CONAREL est très attendue. Le reportage de Cheikh Bambagay. C'est dans une salle comble que le démarrage des activités de la CONAREL s'est tenu. La Commission nationale de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation vient à point nommé. Le secteur a connu des spéculations à outrance, malgré une intense activité normative sur plusieurs décennies menée par les pouvoirs publics. Créée par décret le 1er mars 2023, la CONAREL a les pleins pouvoirs pour faire des propositions de mesures pratiques. Visant à renforcer la lutte contre les hausses illicites et les pratiques spéculatives au niveau du marché locatif, de contribuer à l'amélioration des dispositifs d'accompagnement relatifs à l'accès au logement, d'assurer la coordination de l'activité des commissions régionales de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation, de donner son avis sur tout projet de texte relatif au loyer des locaux à usage d'habitation. La CONAREL dispose d'un numéro vert pour recueillir les appels des usagers qui désirent obtenir des renseignements et signaler des irrégularités.
Au regard des données disponibles sur la plateforme, avec les nombreuses sollicitations et complaintes des consommateurs, le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana a rappelé les attentes suscitées par la création de la CONAREL. Au regard des sollicitations déjà enregistrées, l'attente des populations en termes de résultats est grande. Elle est à la mesure des difficultés, des angoisses vécues au quotidien et des espoirs que suscite ce nouvel organe. Elle devient une demande sociale pressante. Je vous exhorte à adopter la conciliation comme principal moyen de gestion des conflits locatifs afin de désengorger le bureau du juge du loyer. C'est ce mode alternatif de règlement à l'amiable des différends entre parties qui est prôné par la CONAREL. Par ailleurs, dans la mise en œuvre de cette nouvelle mission, nous sommes rassurés par la qualité des membres qui composent cette structure dont l'expertise et l'expérience constituent un gage de réussite. Enfin, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a invité tous les acteurs du secteur du loyer à travailler dans une bonne synergie afin de garantir l'intérêt général pour qu'aucune entité ne soit lésée. Ainsi, aussitôt les activités démarrées, la Commission nationale de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation va très vite se mettre au travail. Mise en œuvre du plan annuel 2023 de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Son élaboration va permettre de répondre aux attentes des intervenants sur l'éducation inclusive. Une session de formation s'est tenue afin de renforcer les capacités des membres des collectifs départementaux des encadreurs de la petite enfance. Mariem Biramba. Travailler dans une classe inclusive nécessite un certain nombre de leviers, dont une qualification théorique, méthodologique et pratique, sur lesquels il faut agir. Et l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits s'y attelle. Elle a organisé des sessions de renforcement de capacités sur l'éducation inclusive pour les encadreurs. Le thème est axé sur la protection des tout-petits. Il est fait état parfois de maltraitance, de violence sur les jeunes enfants, donc aussi bien en milieu familial que scolaire. Donc c'est important que les acteurs soient renforcés, soient outillés pour que la protection soit améliorée davantage dans les structures de développement intégré de la petite enfance. Cette session de formation qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national revêt une importance capitale. Nous nous réjouissons effectivement de la tenue de cette activité qui entre effectivement en droite ligne également dans les préoccupations de l'académie, qui, il faudrait également le dire, fait partie des académies où le taux brut de scolarisation est effectivement l'un des plus élevés, pour ne pas dire le plus élevé dans la région, dans le Sénégal. Et je crois que cette dynamique-là permettra effectivement, à travers la prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux, de renforcer justement cet indicateur. Au sortir de cet exercice de 3 jours, les participants seront bien outillés sur la protection de l'enfant et une feuille de route claire sera établie dans la perspective d'une démultiplication auprès des enseignants. Une vedette ambulance pour renforcer la prise en charge sanitaire des populations du village de Tchalan. C'est un don de la société indienne Sen Agrocen qui va permettre de faciliter l'évacuation des malades. Le reportage de Claire Diop. L'acquis est de taille dans cette partie du pays. Nous sommes à Tchalan, un village quelque part dans les îles du Saloum. La vedette ambulance offerte va permettre une meilleure prise en charge sanitaire des populations locales. Cette ambulance est un don qui vient à point nommé. Parce que, comme vous le savez bien, la population de Tchalan, les îles, d'une manière générale, sont très enclavées. Ce qui fait que pour l'évacuation vraiment sanitaire, ça a posé vraiment beaucoup de problèmes. Particulièrement au village de Tchalan, qui est une localité ne disposant pas de poste de santé. Ce qui fait que les difficultés sont tellement grandioses.
Ainsi, une nouvelle page de l'histoire de Tchalan s'ouvre. La prise en charge sanitaire des populations est améliorée. La vedette ambulance va permettre l'évacuation rapide des malades vers les structures appropriées. Ici, c'est très cher pour vraiment déplacer. D'abord, une pirogue, il te faut vraiment déboucher une somme de 50 000 francs. Voilà, pour rallier vraiment les localités les plus loties, plus nanties en termes de sanitaire. Donc la vie est tellement chère ici. Voilà, ce qui fait que, oui, comme Fatick, voilà, comme Foundiougne, voilà. La Sen Agrocel, une société indienne, est la bienfaitrice. La réalisation rentre dans le cadre de la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. L'ambulance a coûté environ 7 millions de francs CFA. Elle dispose d'un puissant moteur de 100 chevaux. La vedette va faire 30 voire 40 minutes le trajet d'ici à Foundiougne. Notre partenariat avec le village va s'étendre dans d'autres perspectives. Côté électricité, solaire, problème. Ce dont une vieille alliance des populations de Tchalan, ces dernières, sur fonds propres, avaient réalisé une case de santé et une pharmacie pour faciliter l'accès à un service de santé de qualité. Le village compte environ 4000 âmes. Les conditions de vie restent encore difficiles. L'accès aux services sociaux de base limité. Aux autorités, un SOS est lancé pour changer le quotidien des populations de Tchalan. La tortue marine sous les projecteurs à Joal, l'espèce est l'objet de toutes les attentions. Elle contribue grandement à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Pour préserver l'écosystème marin et côtier, la commune de Joal-Fadiout a initié une journée de sensibilisation. Anaïs Nianyamane. Cette journée de sensibilisation a réuni les populations de Joal-Fadiout en général et les enfants en particulier. Une manière d'inculquer à la jeune génération l'importance de protéger l'environnement et surtout la tortue marine. La tortue joue un rôle extrêmement important sur la diversité biologique, en particulier au niveau de l'aire marine protégée de Joal-Fadiout. Cette journée, parler de tortue, c'est aussi parler des écosystèmes marins et côtiers, mais aussi prévenir les populations pour mieux conserver cet écosystème marin et côtier. La protection de l'écosystème marin est l'une des priorités de Madame le ministre, maire de Joal-Fadiout. Une diversité biologique très importante à préserver. Et contribuer d'une façon un peu à régulariser les écosystèmes des herbiers marins qui se trouvent au niveau de l'aire marine protégée. Mais ça permet aussi de tailler, de permettre aux poissons de pouvoir pondre au niveau de ces écosystèmes. Imaginez que ces tortues disparaissent. Il n'y aura plus de taille au niveau des herbiers marins, donc les poissons ne pourront plus se cacher au niveau des tortues marines. Donc cela peut entraîner des conséquences néfastes sur la reproduction et même aussi sur la chaîne alimentaire de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à sensibiliser les populations à sauvegarder les tortues marines au niveau de l'aire marine protégée. Le Sénégal compte 7 espèces marines, dont 2 à Joal-Fadiout, d'où le choix de ce lieu de sensibilisation. Le choix de Joal-Fadiout, c'est parce que ces tortues existent ici en abondance aussi et que les populations font des efforts. Mais aussi l'autre choix aussi qui est un peu paradoxe, c'est parce que les populations le consomment, ça existe aussi au niveau de Joal. Donc nous travaillons à ce que les gens ne puissent pas consommer parce que la loi au niveau du Sénégal l'interdit formellement. Au niveau du Sénégal, nous avons 7 espèces de tortues, mais au niveau de l'aire marine protégée de Joal-Fadiout, nous avons 2 espèces. Nous avons la tortue verte et le caretta qui sont 2 espèces. Il y en a d'autres, mais ils ne sont pas ici à Joal, ils continuent leur chemin. Ils viennent ici au niveau de Joal parce que c'est une zone d'alimentation. Les tortues nous viennent de la Mauritanie, de l'Atlantique, d'autres nous viennent du Cap-Vert, d'autres nous viennent directement des États-Unis. Ils viennent s'alimenter ici, s'accoupler ici. La tortue marine est une ressource internationale qui a un rôle très important dans la biodiversité marine et côtière. C'est pourquoi une bonne protection de cette espèce est nécessaire pour la reproduction des poissons. Du ver sur 913 000 hectares, 80 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, 60 espèces de poissons, 1500 espèces de plantes à fleurs. Que dire de plus pour vous faire voyager et vous donner envie d'y aller? Nyokolokoba, où la nature
à l'état pur accueille des touristes du monde entier, Niokolo comme rivière et Koba pour parler de cet animal le plus fréquent sur les lieux à l'époque où le Koba, le kob du buffon, une antilope, aujourd'hui très braconnée et emblème du parc. Bienvenue dans un paysage unique où la couleur verte est reine. C'est avec Tidiane Cissé. Le parc national de Niokolo-Koba est situé entre les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO est d'une importance biologique, écologique remarquable. Le Niokolo-Koba est un site de patrimoine mondial d'abord, parce qu'un parc à haute intensité de biodiversité, une forte richesse de biodiversité dont on compte, pour quelques exemples, 80 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, plus de 60 espèces de poissons. Donc c'est une zone où il y a beaucoup d'animaux, une forte densité de biodiversité. Et 1500 espèces de plantes à fleurs, on les retrouve ici à l'intérieur du parc national de Niokolo-Koba. Niokolo-Koba, c'est la nature à l'état pur qui offre plusieurs sites touristiques à visiter. La Marouini, par exemple, est un endroit qui permet aux visiteurs d'observer les animaux dans leur environnement naturel. On a trouvé beaucoup d'animaux. On a trouvé les antilopes. Et surtout, nous avons trouvé des coqs de buffon, des coqs de fassa. Et nous avons trouvé aussi des animaux, des phacochères. Mais surtout, nous avons trouvé aussi des oiseaux en bas. Vous avez vu ces oiseaux blancs, c'est les hérons blancs. Il faut dire que le parc est fréquenté. Mais bon, on a vu qu'il y a une baisse avec la Covid-19 qui est passée il y a quelques années. Il y a une baisse des visiteurs. Mais par exemple, l'année passée, on a vu une remontée des entrées au niveau du parc. Donc ça dénote tout simplement que l'intérêt commence à revenir et que les gens commencent à recevoir beaucoup de touristes au niveau du parc. Cet intérêt des visiteurs se mesure bien sur le terrain, car depuis la fin des confinements dus à la Covid-19, les touristes étrangers sont de retour dans le parc. C'est la première fois que je suis au Sénégal et c'est la première fois à Niokolo-Koba. Ouais. Et comment vous trouvez déjà Niokolo-Koba? Ah mais c'est magnifique. Hein. Ah bon, vous vous plaisez? On se plaît, c'est rempli de nature, c'est très relaxant et en même temps c'est proche de l'environnement naturel, c'est très bien. C'est ce que vous recherchez, vous? Oui, tout à fait. Okay. Déconnexion. Une déconnexion, relax et puis la beauté. J'aime trop et puis c'est pour ça que je fais découvrir à mes amis. C'est la deuxième fois que je ramène des gens au Sénégal pour faire découvrir. Et voilà, c'est important quand même. Là. On est parti du froid de la Belgique pour venir au chaud ici au Sénégal, on aime ça. Cette période hivernale est particulièrement appréciée des touristes occidentaux. À Cimenti, par exemple, cette famille belge vient d'arriver. Ils nous ont expliqué que c'était la seule période où c'était possible de visiter, parce que soit avant il y a trop d'eau, soit après il fait vraiment beaucoup trop chaud, si j'ai bien compris. Donc c'était le bon créneau pendant les vacances scolaires. Le climat ne dérange pas trop? On a chaud, mais ça va. Les enfants? Les enfants, c'est un chaud aussi. Ça va, ça dépend. On va manger, on va faire une sieste, on va aller, on va retourner aller voir les animaux dans le parc. La panthère, l'éléphant, le scorpion, le serpent, le lion et les singes. Malgré son importance, le parc national de Niokolo-Koba est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés qui menacent sa faune et sa flore. C'est dans tous les parcs du monde. Hein. Il y a le braconnage, effectivement, mais on a développé des stratégies qui nous permettent un peu de réduire un peu cette pression au niveau du parc. Mais il y a également l'élevage, en fait, qui continue à faire des infiltrations à l'intérieur du parc. Vous savez, le contact entre la faune sauvage et la faune domestique, puis il peut y avoir des transmissions de maladies zoonotiques. Il y a également le phénomène d'orpaillage qui se développe de plus en plus dans la région de Kédougou. Et régulièrement, nous menons des patrouilles de sécurisation tant à l'intérieur du parc avec l'ensemble des dépenses de sécurité sous l'égide de la zone militaire numéro 4, mais également nous faisons aussi des sorties au niveau des zones frontalières. Sites touristiques, variétés culturelles, artistiques, linguistiques, les potentialités touristiques du Sénégal oriental sont diverses et variées. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme sont convaincus que la promotion de cette destination peut faire du tourisme le moteur de l'économie locale. Le port du casque, c'est une obligation pour les conducteurs de moto Jakarta en cas d'accident. Il protège le conducteur et celui qu'il transporte. À Tambacounda, les policiers ont mené une opération pour amener tout ce beau monde à porter leur casque. Tu en retiens.
Plus d'une vingtaine d'accidents mortels ont été enregistrés l'année dernière à Tambacounda. Dans cette série de chocs macabres, les cyclomoteurs sont au premier plan. Voilà ce qui explique cette opération de sécurisation des éléments du commissariat central de Tambacounda. Pour freiner ce taux de mortalité dû aux accidents résultant du non-port de casque, donc l'autorité nous a instruit d'organiser en permanence des opérations vraiment pour lutter contre le non-port du casque et sensibiliser par là même les populations que le port du casque est obligatoire pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur. L'objectif visé par cette opération a été atteint avant la fin de la journée. 95 motos saisies, leurs propriétaires devront se munir d'un casque pour la restitution de leur engin. Et le conducteur de cette moto doit présenter une pièce afférente à la conduite de la moto et donc payer une contravention du fait de l'infraction qu'ils avaient respecté toute cette formalité. Donc la moto lui est restituée. Donc pour cette mission, nous avons déployé 40 éléments avec un renfort des éléments du GMI. Parce que nous, dans le cadre de nos missions, nous avons un groupement qui est là, opérationnel, qui nous appuie dans le cadre de ces missions-là. Donc si nous recevons une mission spécifique, nous demandons l'appui de nos autres services qui viennent s'ajouter à ceux qui sont là pour accomplir. Donc, d'une manière générale, nous avons une quarantaine d'éléments qui ont accompli carrément cette service. Selon le commissaire Kane, la majeure partie des accidents tragiques résulte du non-port de casque au moment de l'accident. Je les recommande vraiment de porter leur casque parce que ça fait partie de leur sécurité. Ça fait partie de leur sécurité parce que vraiment, aujourd'hui, nous, on devrait remercier la police parce que tout ça, c'est pour notre sécurité. Bon, en cas d'accident, si on porte les casques en cas d'accident, parce que quand on voit les taux les kits de mortalité avec les motos là, c'est parce qu'il n'y a pas de casque. Parce que si tu as un casque sur la tête, si tu tombes, la tête, il n'y aura pas beaucoup d'effet, quoi. Ces accidents sont souvent la source de séquelles traumatiques. Et donc, pour parer à toutes ces éventualités, donc ces opérations permettent vraiment de soulager un peu les fonctionnaires de la santé. Cette opération permet également de vérifier l'authenticité des pièces détenues par les conducteurs de moto Jakarta. Il faudrait nécessairement présenter une pièce justificative pour qu'on puisse savoir que le moto n'a pas été volé ou bien ne fait pas l'objet d'une provenance douteuse. Donc, on voudrait attirer l'attention de toute la population à Tambacounda. Et c'est le moment de nous aider aussi, de trouver tous ces pièces-là. 18 à 40 ans, mais parfois tu envoies des mineurs qui n'ont même pas l'âge requis pour pouvoir conduire. Et donc, pour ces cas-ci, donc une sanction forte leur est appliquée. L'opération nous permet vraiment de réguler le secteur, réduire le taux de criminalité, de délinquance lié à l'usage de ces motos et d'accidents aussi. Chaque conducteur de moto doit détenir un permis A1, maîtriser le code de la route et souscrire obligatoirement à une assurance. Préparatif de la Tabaski, le Premier ministre engage le gouvernement à relever le défi de l'approvisionnement. Les besoins sont estimés à 810 000 têtes, besoins largement couverts en 2022. Beaucoup de ministères sont mobilisés pour l'atteinte des objectifs de cette année à Ramdao. 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar. L'objectif reste maintenu. En 2022, il a été dépassé car plus de 900 000 moutons ont été mis sur le marché. À 2 mois de la Tabaski 2023, un plan d'action a été arrêté. Les ministères compétents mobilisés et les acteurs impliqués pour tenir compte de l'ensemble des challenges. Le ministre des Forces armées et de l'Intérieur veilleront à assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau des points d'entrée aux frontières, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente. Le ministre des Finances, de l'Intérieur et des collectivités territoriales veilleront chacun, en ce qui le concerne, à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente. Les organisations d'éleveurs
Les transporteurs et les consommateurs étaient là pour renforcer les plaidoyers. Les 13 recommandations du Premier ministre sont une réponse à leurs préoccupations. Les ministres de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de l'élevage prendront des dispositions nécessaires en relation avec le ministre de l'eau, le ministre des Énergies, le ministre de la Santé, ainsi que les maires, pour l'aménagement des points de vente autorisés, le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant et après la fête de Tabaski, la mise à disposition de tentes. 4. Le ministre des Affaires étrangères prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la traversée des moutons au niveau de la République de Gambie pour l'approvisionnement des régions du Sud et d'encourager l'importation des moutons, notamment à partir du Mali et de la Mauritanie. 5. Le ministre des Finances facilitera la mobilisation des ressources destinées à la préparation de la Tabaski et inscrites au budget du ministère de l'Élevage et des Productions animales, ainsi que la libération des indemnités de déplacement. Les recommandations vont également dans le sens de veiller à la santé, ainsi qu'à un approvisionnement correct des points de vente en eau. 10. Le ministre de l'Eau mettra à la disposition du ministère de l'Élevage des camions-citernes, 12, pour le ravitaillement en eau des points de vente. La Banque agricole du Sénégal, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et les mutuelles concernées diligenteront l'instruction des dossiers de crédit déposés par les opérateurs pour les besoins de l'opération de Tabaski. La Tabaski 2023 est prévue vers le 29 juin. Le Premier ministre a informé avoir déjà acté les mesures d'assouplissement du contrôle des camions et autres véhicules transportant le bétail. La lettre circulaire signée à cet effet porte aussi sur l'exonération des droits et taxes sur les moutons. La 3e édition du Festival international de théâtre de Guédiawaye aura lieu du 10 au 15 mai 2023. L'événement est organisé par la compagnie Beugeuss Réew. 400 festivaliers venus des pays de la sous-région y sont attendus. À Mariem Biramba. Réunir les acteurs culturels, mais aussi rassembler et accompagner les initiatives culturelles de Guédiawaye. Tels sont les objectifs de la 3e édition du Festival international du théâtre de Guédiawaye. La majeure partie des groupes, ils travaillent toute une année. Ils ont des problèmes de diffusion. Par où jouer? Nous, on s'est dit, on va essayer de créer un événement pour permettre à ces jeunes de les regrouper pendant 3 ou 6 jours pour qu'ils puissent faire des représentations. On les accompagne aussi à devenir, comme on dit, des entrepreneurs culturels. L'événement va se dérouler du 10 au 15 mai. Au programme, une bonne dose de culture sénégalaise à travers la caravane Tchada, une synthèse des traditions du pays de la Teranga. Ils ont créé un spectacle d'1 heure ou 2 heures de temps où on voit des différentes traditions sénégalaises défiler. Aussi, à la fin, on montre ce qu'on appelle les derniers jours de la Dior. Pour la bonne réussite de cette grande rencontre culturelle, le directeur général de la RTS et maire de la commune de Wahina Nimzat s'engage d'ores et déjà. Le maire Racine Talla le rassure de ses encouragements et de tout son soutien parce qu'il s'est approprié ce festival. C'est un événement de dimension internationale qui se passe dans sa commune. Et le conseil municipal a débloqué, a voté un budget de 130 millions pour construire une nouvelle salle. Et je pense que l'année prochaine, Festic pourra disposer d'une salle. Cette année, le thème porte sur le théâtre, vecteur de développement et de la citoyenneté. Près de 400 festivaliers venus des pays de la sous-région, de la France et de la Belgique sont invités à ce rendez-vous pendant une semaine. Guédiawaye sera la capitale du rire. Football, après la phase de poule, la CAN U17 se poursuit avec le 2e tour. Les 8 équipes qualifiées vont disputer les quarts de finale.
L'enjeu, une place à la Coupe du Monde. Et puis le Sénégal rencontre l'Afrique du Sud ce mercredi en conférence de presse d'avant-match. Le coach national a réaffirmé sa volonté d'atteindre son deuxième objectif qui est de qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde. Nous écoutons Serine Saluja. Les Lionceaux du Sénégal, vainqueurs des 3 matchs en phase de poule qui franchissent le premier tour pour la première fois avec 9 points, feront face aux jeunes Bafana Bafana d'Afrique du Sud qui ont terminé 3e du groupe B avec 3 points. Les Aiglons du Mali, 6 points, devront en découdre avec le Congo, 2 points à Annaba. Les Maliens vainqueurs de la CAN U17 en 2015 et 2017, finalistes de la Coupe du Monde de la catégorie en 2015, sont favoris dans ce match face au Congo qui n'a enregistré aucune victoire. Quant au Nigeria, 2e du groupe B avec 6 points, champion du monde U17 en 2015, il hérite du Burkina Faso 3 points. Les étalons ont sorti le Cameroun tenant du titre 2-1. Le derby maghrébin est assurément le choc des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Les Lionceaux de l'Atlas, 6 points, vont affronter au stade Mohamed Amlaoui de Constantine les jeunes Fennecs d'Algérie, 2e du groupe A avec 4 points. Ils auront fort à faire devant leur public pour faire déjouer les Marocains qui ont convaincu en début de tournoi. Ces 8 meilleures équipes du continent vont tenter de composter leur ticket pour le carré d'as. Les 4 demi-finalistes vont se rapprocher du titre continental, mais aussi et surtout représenter le continent à la Coupe du Monde de la catégorie prévue du 10 novembre au 2 décembre 2023. Avec la disqualification du Sud-Soudan, le premier tour de la CAN U17 s'est joué en 15 matchs avec 34 buts, dont 7 marqués par le Sénégal. Nous écoutons à présent le coach du Sénégal, Serine Saluja, en conférence de presse avant le match de demain. C'est une autre porte qui s'ouvre. Maintenant, il va falloir qu'on soit plus concentré, qu'on fasse moins d'erreurs, qu'on soit plus efficace devant. Et je pense que si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourra continuer plus ou moins sur notre lancée. Il n'y a pas eu de changement majeur dans la façon de préparer les matchs. On prépare tous les matchs de la même façon, avec le même état d'esprit, avec la même envie, avec la même abnégation. Je pense que ce quart de finale l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Je pense que nous, on aura besoin de continuer à progresser dans ce match en étant plus sérieux, en étant plus tueur au début. Parce que le constat, peut-être, on rate beaucoup d'occasions, mais je pense que c'est des matchs couperés où il va falloir faire peut-être la différence très tôt, ne pas avoir de doute. On aura besoin de ça surtout, et je pense qu'on est en train d'insister sur cet aspect. C'est grosso modo l'évaluation du premier tour. Voilà, essayer de marquer un peu plus tôt. Voilà, essayer de se mettre en confiance, parce que je pense qu'on est une équipe capable de garder le ballon, de faire douter l'adversaire. Donc si on arrive à mettre le but au début, voilà, ça pourra nous donner des solutions et ça pourra nous donner tout le temps un meilleur visage. Mais il va falloir qu'on joue avec nos valeurs, avec nos principes, avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Je pense que si on engage le match dans ce sens, sans se presser, sans avoir cette pression forte, je pense qu'on pourra espérer sortir un peu victorieux de ce match. Imam Mohamedou Bachir Laye, fils de Seydina Limamou Laye, a été rappelé à Dieu dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai 2023, plus connu sous le nom d'Imam Bachir, fils aîné de Seydina Ababakar Laye. Il a été pendant plusieurs années imam pour diriger les prières à la mosquée de Yoff Layène. C'est à l'âge de 26 ans qu'il a été nommé imam par le 3e khalife Baye Seydi Thiaw Laye. Chérif Mohamedou Bachir repose désormais dans le mausolée de Seydina Mandione Laye. Et puis, Chérif Mohamedou Bachir Thiaw Laye est un modèle de piété et de droiture, un modèle pour la jeunesse. Ce sont les propos du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, s'exprimer lors de la présentation des condoléances de la nation et du chef de l'État à la famille de Seydina Limamou Laye, suite au rappel à Dieu de Chérif Mohamedou Bachir Laye. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 23h pour d'autres informations.